Yaurana Aronga quittait son île pour la première fois pour aller étudier à l'autre bout du monde. C'est un saut dans l'inconnu qui se prépare dès maintenant. Entre l'excitation du départ, l'appréhension du froid ou de la solitude, une organisation rigoureuse est la clé pour transformer ce défi en une réussite. Justement, pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Théa Pouar I Barthélémy, gestionnaire administratif au Faré de l'étudiant Yaurana, Yorana. et Patricia Laine, qui est psychologue de l'éducation nationale du CIO Yaurana. Yorana. Mettons le cap sur la réussite de nos futurs étudiants pour ce grand voyage vers l'autonomie. C'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. Chaque année, environ 1500 jeunes Polynésiens quittent le territoire et pour poursuivre leurs études supérieures, principalement vers l'Hexagone. La réussite en première année est étroitement corrélée à la préparation. Une statistique importante de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, révèle que le choc culturel et l'isolement sont les premières causes de décrochage durant les 3 premiers mois, ce qui appuie encore plus l'importance cruciale de l'accompagnement psychologique avant le départ. Mais avant d'en parler, on en parlera un peu plus en détail plus tard, Théa Pouari, Théa, tu peux nous rappeler le rôle du Faré de l'étudiant? Alors, nous, on accompagne en fait les jeunes dans leur démarche en fait de vie étudiante. Donc, que ce soit au niveau des bourses, de la recherche de logement ou des aides aussi, on les informe aussi. Et comme on est installé au CIO, donc en fait, on leur offre aussi des ordinateurs pour pouvoir effectuer leur démarche. Ou même juste des conseils banals Oui, sur des une conseils préparation aussi. Oui, exact. à avoir justement, on va le voir plus tard. Patricia, finaliser ses vœux sur Parcoursup, c'est la première étape qui définit le départ. Enfin, en tout cas, je me mets à la place de ces étudiants. C'est un peu la première étape concrète réellement. Oui. Alors en fait, les élèves sont déjà préparés depuis le lycée, seconde, première. Ils sont déjà préparés à réfléchir sur les études qu'ils vont poursuivre après le bac. Et effectivement, Parcoursup, c'est vrai que ça arrive assez vite à l'année de terminale. Et lorsqu'ils finalisent leurs vœux, c'est vraiment l'étape où on ne peut plus changer les vœux. Et là, effectivement, on passe à la partie Plus concrète. plus concrète. Plus concrète. Justement, c'est très bien ce que tu viens de nous dire, puisque ça me permet de rebondir avec toi, Théa. À partir de quand est-ce qu'il faut faire ce projet? Est-ce qu'il vaut mieux le faire au plus tôt, hein? Patricia vient de nous le dire dès le lycée. Ou est-ce qu'on peut le faire maintenant? C'est déjà un peu le rush, hein, on est en avril déjà. Alors, le départ, donc ça se prépare. Hein. Tu Oui. peux pas te dire qu'au mois de juin, tu vas commencer à faire ta recherche. Non. Il faut déjà t'y prendre à l'avance, peut-être commencer à zoner, voir au niveau de ton université. Et tu regardes autour les logements, le transport aussi. Hein. À savoir comment est-ce que je vais me déplacer de mon Voilà, lieu c'est de ça. vie à, comment dire, à l'établissement, C'est ça. voir aussi les différents magasins. Ce genre de choses-là, c'est ce qui se prépare bien en amont. Oui, c'est ça. Il faut déjà regarder sur certains sites. Il y a des logements comme des résidences étudiantes ou des logements privés aussi. Hein. Il faut pouvoir tout voir. Il ne faut pas seulement rester sur un seul, te dire que voilà, tu es boursier d'État, donc forcément tu auras ton logement crous. Non, c'est pas comme ça. Hein. Ok. Il faut vraiment prendre le temps de regarder et de voir toutes les options qui s'offrent à toi. Hein. En fait, faire un genre de plan A, ça va être ça, plan B, Voilà. ça va être ça, et en Voilà, fonction c'est ça. de chaque plan, voir tout ce qu'il y a autour. Exact. Alors, néanmoins, en fonction des différents plans, bien sûr que ça va être adapté, mais il y a des choses qui sont essentielles. Et soyons pragmatiques, concrets, comme le disait Patricia. Par exemple, est-ce qu'il y a des documents qui sont indispensables à avoir dans son bagage administratif? Bon, pièce d'identité, Oui. passeport, c'est évident, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Peut-être le diplôme aussi, Les copies de diplôme? les copies de diplôme. On a essayé justement donc sur notre site Capsule Hexagone de mettre une valise administrative, on va dire ça comme ça, hein, des documents justement qu'il faudrait avoir sur soi pour pouvoir en fait se préparer à partir. Hein. D'accord. Donc, on verra justement, hein, les amis, ne vous inquiétez pas, cap sur l'Hexagone en fin d'émission. Ça fera partie des infographies qu'on vous proposera. Patricia, comment est-ce que toi, de ton côté, tu aides les familles à gérer cette angoisse qui monte à mesure que les échéances administratives arrivent? Déjà que ici, quand on se dit il faut faire des papiers et qu'on approche de la date, ça fait stresser. Mais là, en plus, quand il faut partir en France, ça doit être un level au-dessus. Oui. Alors c'est vrai que les parents stressent beaucoup à l'idée de lâcher leur enfant
partir, s'installer dans un pays lointain, parce que ça sera quand même à plus de 20 000 kilomètres de la Polynésie, c'est de se dire effectivement comment mon enfant va gérer tout ça. C'est vrai que quand ils sont ici, les enfants, les parents sont à côté. Quand il y a un problème, ils interviennent très rapidement, alors qu'à 20 000 kilomètres, c'est un peu plus compliqué. Et donc, effectivement, on propose, nous, aux parents, de les recevoir, de les accompagner. On propose des ateliers aussi d'échange entre parents, avec des professionnels comme les psychologues. Donc, on leur propose effectivement d'échanger et ça leur permet en fait de voir qu'ils ne sont pas seuls et qu'on peut les accompagner dans cette démarche-là. Il ne faut pas minimiser l'aspect psychologique. On a tendance à se dire, bon, c'est bon, tout va bien pour moi, j'en ai pas besoin. Alors que c'est toujours un plus d'essayer de se rapprocher justement de votre organisme. Tout à fait, parce que nous on reçoit pas mal de parents qui se posent beaucoup de questions sur pas simplement sur l'aspect études, mais c'est aussi l'aspect installation, comment mon enfant va pouvoir se débrouiller. Et donc effectivement avec le phare de l'étudiant, on les accompagne dans ce sens-là. Donc au niveau administratif, au niveau pratique, donc l'installation, mais on peut aussi les accompagner au niveau de cette gestion un petit peu de l'éloignement. Et effectivement, on leur propose différentes... On les fait réfléchir en tout cas sur les ressources possibles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Alors, dans ma question précédente, je parlais d'échéances justement. Théa, est-ce qu'il y a des dates limites à craindre? Là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple du mardi 2 juin 2026, ça va arriver très rapidement. Début de la phase d'admission, je reçois les réponses des formations et je choisis. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on cherche? On l'a déjà dit avant, il faut le faire bien avant. Mais par contre, c'est à ce moment-là qu'on peut concrétiser la recherche en fonction de ce qui a été accepté. C'est ça. Donc là, au moins, tu sauras exactement dans quelle université tu vas être, selon tes vœux. Et donc là, tu pourras vraiment rentrer dans le détail, donc voir vraiment les logements autour, comme je disais tout à l'heure, le transport aussi. Et là, tu pourras au moins te renseigner sur les prix, voir, et commencer aussi à faire ton budget pour la rentrée de septembre. Donc la recherche de logement, ça dépend vraiment des moyens de chacun aussi, des moyens des familles, des moyens aussi qu'il peut y avoir avec les différentes aides et des opportunités. Par exemple, si tu es universitaire, tu parlais du CROUS tout à l'heure, ce genre de choses-là, c'est à ce moment-là qu'on doit le voir ou on doit déjà se renseigner un petit peu en amont? Il faut quand même déjà se renseigner en amont. Ok, donc faites-le maintenant, on est mi-avril, comme ça au moins c'est fait. C'est ça. Là, on incite déjà les jeunes à faire leurs recherches déjà là, pour pas se retrouver ensuite à court d'idées et pas savoir où chercher. Alors, je me tourne du côté de Patricia parce que là, depuis tout à l'heure, on parle d'anticiper, de préparer. Moi, ça m'arrive quand j'organise un truc, j'anticipe tellement en avance que ça me fait stresser des mois et des mois avant. Et le stress, il continue. Anticiper, ça peut parfois être contre-productif. Alors, ça peut être contre-productif, mais on va dire quand même de manière générale, c'est important justement d'anticiper parce que l'anticipation permet de poser les jalons en fait de cette préparation-là vers le départ. Comme dit Théa, au niveau, c'est déjà de pouvoir découvrir à travers les recherches que l'on fait, découvrir les lieux, découvrir les écoles aussi, parce que sur les sites des écoles ou des universités, il y a quand même des descriptifs. Ça permet en fait de rassurer autant le futur étudiant, autant les parents. Anticiper pas simplement sur les logements, mais également aussi comment on peut se diriger sur les transports. C'est important. Moi, je pense que c'est important d'anticiper là-dessus. Belle transition. On parle de transport. Qui dit transport dit forcément prix. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Théa. Justement, vis-à-vis du budget, comment est-ce qu'on le prépare? Ça serait quoi ton conseil? Est-ce qu'on prépare un budget mensuel qu'on va devoir respecter? Est-ce que les parents doivent aider en fonction des besoins? Est-ce qu'on se prépare bien en avance, comme on le dit depuis tout à l'heure? Alors, je dirais que le budget, c'est déjà de le faire
par mois sur une année. Ok. Donc, ensuite, tu vois, selon les aides que tu as, si tu es boursier, par exemple, donc tu reçois tant de la bourse, donc tu pourras déjà le mettre et ensuite de voir les dépenses donc, qui ne bougent pas et les dépenses variables. De là, au moins, tu pourras déjà te projeter pour voir à peu près combien tu vas dépenser et combien il va te rester au moins pour vivre. Alors, on parlait de bourses un peu plus tôt. Sauf erreur de ma part, il y a plusieurs bourses qui sont disponibles. Bourse d'État, bourse du pays, bourse majorée. Il y a aussi des prêts d'étudiants bonifiés. Tout ça, tu conseilles aux étudiants de se renseigner aussi bien en avant, de pouvoir se rapprocher des différents organismes pour savoir s'ils respectent les conditions pour avoir ces bourses. Alors, pour les bourses, généralement, donc c'est nous qui les accompagnons dans la saisie de bourse. Ils viennent au Faré de l'étudiant et ensuite on voit avec eux selon leurs conditions et on les accompagne dans le remplissage du dossier. C'est vrai qu'en amont, c'est mieux de faire une simulation pour voir si déjà tu es éligible. À partir du moment où tu es éligible, là, tu commences à faire tes démarches, tes papiers. Et donc, il y a la bourse d'État qui finit donc le 31 mai. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour le faire, il faut faire là. Et tu as la bourse du territoire qui finit le 22 mai également. Donc ça arrive très bientôt, encore une fois, se rapprocher du Faré de l'étudiant, du CIO, pour avoir toutes les informations nécessaires. Est-ce qu'on est obligé en tant qu'étudiant d'avoir un petit job en parallèle? On le voit souvent, des étudiants qui essaient de subvenir à leurs besoins avec un petit job. Est-ce que c'est quasi obligatoire quand on part à l'étranger? Alors, je dirais pas que c'est obligatoire. Tu peux, mais à partir du moment où tu dépasses un SMIC, tu peux ne plus avoir d'aide à côté. Je parle des bourses. Donc, tu peux. Je dirais que tu peux. Ça, au moins, ça te ramène aussi un peu d'argent pour toi, pour vivre aussi. Pour subvenir à ses besoins. C'est ça. Et d'avoir aussi une certaine indépendance, donc de plus trop dépendre aussi des parents. Donc, je dirais que oui. Ça, c'est une bonne idée. Alors justement, Patricia, anticiper la gestion de l'autonomie. Donc là, on parle d'argent, comme faire ses courses, gérer un budget pour des étudiants qui ne sont jamais partis en France. C'est essentiel de pouvoir le faire dès maintenant. On aurait même dû le faire un petit peu avant. En tout cas, c'est important d'y réfléchir parce que c'est vrai que dernièrement, on a fait des ateliers avec Théa. On accueillait des jeunes, justement, futurs bacheliers qui vont partir. Et effectivement, on les a fait réfléchir sur à quoi ils doivent réfléchir dans cette démarche-là de partir, mais pas que de partir, mais de s'installer aussi. Et effectivement, ils ont pu échanger là-dessus en parlant des courses, de la gestion quotidienne, le ménage, la lessive. Parfois, il y avait des jeunes qui n'y avaient absolument pas pensé parce que forcément, à la maison, c'est plutôt maman ou en tout cas les parents qui s'en occupent. Et c'est d'anticiper un petit peu tout ça, c'est d'anticiper tout ce qui est, pas simplement dans la vie du quotidien, mais c'est aussi anticiper sur comment on peut se sentir au niveau, on va dire, émotionnel. C'est quand on se sent seul, quand on se sent isolé, qu'est-ce qu'on peut faire, sur qui on peut compter. Donc, effectivement, les jeunes parlaient des amis qu'ils rencontrent, la famille, puisque maintenant, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Donc, ça permet de rester en contact. Donc ça pareil, encore une fois, on parle de ces exemples que tu as donnés, mais c'est important de pouvoir l'anticiper si ça n'a pas encore été fait, de le faire dès maintenant pour avoir justement cette autonomie, parce que les parents ne sont pas toujours présents à côté des étudiants. Alors, anticiper, c'est important parce que c'est d'apprendre à son enfant aussi à cuisiner, anticiper, à prendre soin de son chez-soi, déjà de sa chambre. Ça peut aider effectivement beaucoup les jeunes à se préparer à cette vie seule. Et c'est vrai que c'est souvent la maman qui chouchoute entre guillemets, mais qui prépare l'enfant, qui l'accompagne. Donc il faut commencer à se préparer. Justement, on est sur du concret depuis tout à l'heure, mais parlons d'autre chose. On n'y pense pas forcément. Et pourtant, il faut se préparer et s'équiper au fameux choc thermique. Vous voyez de quoi je parle, même si le départ va se faire en août, septembre, ça va être la reprise des études potentiellement en France ou ailleurs, dans certains pays. Je ne sais pas si vous savez, mais en décembre, janvier, il y a l'hiver. Théa, on s'équipe ici, en France. Dans la logique, ça serait mieux de le faire en France ou dans le pays où on va? C'est sûr que c'est mieux de le faire en France.
Parce que c'est vrai que quand on part d'ici, on ne sait pas trop quoi mettre dans sa valise. Donc, on a essayé déjà de faire un atelier justement dessus ça. Et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes prenaient tout et n'importe quoi. Parce que c'est vrai que faire sa valise, c'est prendre peut-être de la soupe bleue, des Tim Tam, etc. hein. C'est sûr que là-bas, il n'y en a pas. Hein. Et, Le Poitou, il n'y en a pas du tout là-bas. oui, exactement. Donc, pour ce qui est des vêtements d'hiver, je conseillerais de prendre là-bas. Parce que déjà, c'est moins cher. Et ici, tu ne trouves pas des grosses doudounes. Oui, adaptées à l'hiver. Voilà, c'est ça. Ici, c'est plutôt des parkas, des kawaii qui sont voilà, adaptés. c'est ça, au climat d'ici. Voilà. Alors qu'en France, c'est vraiment fait pour un climat totalement différent d'une autre. Hein. Très froid. Et effectivement, je témoigne. Je suis parti en France en hiver. Les pulls ici ne sont pas du tout adaptés à l'hiver. Est-ce qu'il y a des signes aussi de mal du pays, Patricia? On en parle beaucoup, mais ça va être quoi les premiers signes? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est vrai que quand ils arrivent en France, il y a toute l'excitation, la découverte et tout. Et quand les jeunes commencent à débuter leurs études, ils vont commencer à prendre des habitudes et ils vont se rendre compte qu'effectivement, c'est pas la même chose qu'en Polynésie. Et plus on avance, il va y avoir les différentes saisons, l'automne, l'hiver. Et c'est souvent à la période des fêtes que les jeunes ont le mal du pays, la plupart du temps. Et on met quoi? On fait quoi du coup? On met du sable dans sa chambre, par exemple. Alors, ces jeunes-là peuvent effectivement s'appuyer sur des associations des étudiants de la Polynésie française, prendre contact avec eux et de pouvoir créer des liens et de ne pas se sentir seul. Ça, les AEPF sont vraiment des ressources, c'est vraiment une ressource très, très importante puisque dans ces AEPF-là, on va retrouver un peu la culture polynésienne puisqu'on va proposer des activités de danse, de chant, des activités sportives. Et c'est ce qui va permettre en fait aux jeunes de ne pas se sentir seuls et de gérer au mieux ce mal du pays. Parce que ce mal du pays peut parfois apporter des doutes. Est-ce que je suis vraiment dans la filière qu'il me faut? Parfois, on se fait un peu pousser par les parents, on se rend compte un peu tard que ce n'est pas ce que l'on avait choisi. Il faut surtout pas culpabiliser, il faut pas que les parents mettent trop la pression aussi à l'enfant, il faut l'accepter. Alors, les parents, il faut qu'ils comprennent que les études, c'est aussi le choix du jeune. C'est lui qui construit son avenir, c'est lui qui construit ses projets. Les parents doivent être là pour l'accompagner. Hein, c'est une chose qui est très importante. Effectivement, quand les parents poussent son enfant vers des études que eux ils souhaitent, c'est vrai que l'enfant ne se retrouve pas forcément dans ce type d'études. Et lorsque l'enfant se rend compte effectivement que ça ne lui correspond pas, il y a la possibilité pour ce jeune de se réorienter. Et là, il faut qu'il puisse être accompagné. En métropole, il y a des centres d'information et d'orientation également. Dans les universités, il y a des services d'aide à l'orientation. Donc, ces jeunes-là, il faut qu'ils puissent se tourner vers ces professionnels-là pour justement être accompagnés. Et surtout, on le dira, ne pas rester seul par rapport à tout cet ascenseur émotionnel. Théa, c'est possible de conserver ces bourses, les différentes aides que l'on a pu avoir si il y a réorientation, si on change de filière? Alors, si tu te réorientes, oui. Hein. Sachant que de toute façon, la bourse, tu la renouvelles chaque année. D'accord. Donc, normalement, oui, tu peux conserver tes aides. Mais au-delà de ça, puisque ça va concerner qu'une certaine partie des étudiants et pas tous, ça serait quoi ton conseil à toi pour un étudiant qui se prépare, qui est en train de stresser, qui nous regarde ce soir? Ça serait quoi ton conseil? Alors, je leur dirais de ne pas rester seul et de se rapprocher donc soit du Faré de l'étudiant, soit du CIO pour faire déjà un point sur l'orientation. Et ensuite, nous, on pourra l'accompagner dans ses démarches. Donc,
Venez au CIO et au Farid d'étudiants. On vous attend. Ça tombe bien, puisqu'on va en parler dans quelques secondes avec les différentes infographies qu'on vous proposera en fait en fin d'émission. Mais avant, il ne faut pas oublier que partir étudier ailleurs, c'est une chance unique de découvrir le monde, mais c'est aussi une épreuve qui va forger votre caractère. Il ne faut pas oublier que la réussite ne se mesure pas seulement aux notes, mais à la capacité de se relever face aux imprévus. À méditer. Allez les amis, on termine avec vos questions express avec une association d'étudiants. Yorana, je me présente, Dekta Poutaroua, président de la Fédération des associations des étudiants de Polynésie française en métropole depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, la Fédération a plusieurs missions. La première mission de la Fédération est de venir soutenir ces associations. Aujourd'hui, sous l'égide de la Fédération des AEPF, on a 9 AEPF répartis sur tout le territoire national pour que ces associations-là puissent établir leur projet annuel. Donc, des projets, ça peut aller de l'accompagnement des étudiants aux événements sportifs comme festifs, des sorties culturelles, des découvertes. La deuxième mission aujourd'hui de la Fédération, c'est de venir porter la voix des étudiants avec les institutions du pays, notamment du territoire, dialoguer sur les conditions de vie et d'insertion, de mobilité des étudiants ici en métropole. Aujourd'hui, le premier frein pour un étudiant qui souhaitent venir en métropole et continuer leurs études ou démarrer une nouvelle formation, c'est notamment le logement. Je sais que le ministère a fait énormément d'efforts sur les bourses, notamment les bourses majorées, les bourses sur critères sociaux. Et aujourd'hui, on a un constat un peu alarmant parce que il nous manque encore cette partie logement ou aide au logement. Les étudiants ultramarins ne sont pas prioritaires ici en France. Donc c'est tous ces dialogues-là qu'on essaie de voir avec le ministère, comment on peut pallier pour pouvoir donner plus d'opportunités, plus de chances entre guillemets à tous les étudiants. Moi, mon premier conseil, c'est d'anticiper au maximum parce que, il faut pas se le cacher. Ici en métropole, la partie administrative, l'administration publique est très complexe ici en France et très très longue. Donc, mon premier conseil, c'est d'anticiper. Deuxième conseil, c'est de se créer un réseau. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les AEPF pour se créer un réseau, même de treaty, de bouche à oreille. On peut très vite se créer un réseau ici en France. Les réseaux sociaux sont faits aussi pour ça. La fédération aussi est là pour répondre aux questions des étudiants, mais aussi des parents, parce que je pense que ce sont aussi les parents qui s'inquiètent le plus pour leurs enfants. Aujourd'hui, la fédération a mis en place un livret d'accueil, d'accompagnement, entre guillemets, où on a relayé toutes les informations nécessaires, générales, je précise générales, sur sa valise administrative, entre guillemets, à préparer avant de venir en France. Maintenant, en fonction des villes, des communes où on est affecté vis-à-vis des décisions de Parcoursup, il est nécessaire de se renseigner aussi au niveau de l'université où on est affecté, parce que certaines informations peuvent différer du livret qu'on a créé. Pour vous aider sur cette fin d'émission, on va commencer avec un site, celui de www.education.pf/cap sur l'Hexagone. Vous y trouverez plein de réponses à vos questions, comment s'organiser, la valise administrative dont nous a parlé Théa un peu plus tôt, les astuces logement, les budgets nécessaires, le transport mobilité, la sécurité sociale, ça c'est très important, et même la délégation du FENOA qui est basée à Paris et qui propose des actions de promotion du FENOA au travers d'expositions, de marchés polynésiens et participe au soutien des étudiants. Peut-être, je dis bien peut-être, que ça peut éviter d'avoir le mal du pays en allant voir toutes ces expositions ou toutes ces initiatives. Le prochain site, www.étudiant.pf, c'est la base. En fait, ça centralise les demandes de bourse
État, pays, majoré. Ça détaille les dispositifs de prise en charge comme le passeport mobilité. On n'en a pas beaucoup parlé pendant cette émission, mais vous n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a l'offre des guides complets pour trouver un logement en France ou au Canada. L'explication des différentes démarches de transfert de protection sociale, un petit peu comme sur Cap sur l'Hexagone. Et justement, toutes ces informations, vous les avez aussi sur la page Facebook du Faré de l'étudiant. Des petites astuces, des rendez-vous importants. Allez y faire un tour, vous avez tous les contacts nécessaires. Et enfin, on termine avec ce petit guide. Théa, il est très important, il ne faut pas hésiter à se le procurer. C'est ça. Alors, on a essayé en fait donc de centraliser toutes les informations parce qu'on sait que chercher son logement ou que ce soit les demandes de bourse, on sait que parfois elles sont un peu dispersées les informations. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est de créer un guide, donc de centraliser les informations pour que ce soit plus facile pour l'étudiant de pouvoir chercher ce qu'il a besoin. Alors justement, à l'intérieur, c'est hyper intéressant. Alors je vous l'ouvre. Vous avez à l'intérieur un calendrier avec le rétro-planning, le départ, le bac ou les bacs pro, les résultats, bref, tout ça. Ma to-do list, l'ESTA, ça c'est important. On n'en a pas parlé, mais si on part en France, il faut absolument faire son ESTA C'est puisqu'on ça. passe par les États-Unis. À l'arrivée, qu'est-ce qu'il faut faire? La ligne téléphonique, l'Internet, la demande d'aide au logement. Bref, énormément de choses à l'intérieur. Où est-ce qu'on peut trouver, rappelle-nous, ce guide? Alors, vous pouvez le trouver sur notre site du Faré de l'étudiant, donc sur la page Facebook et également sur la page Facebook du CIO. Vous le trouverez également. Voilà, donc on n'hésite pas à faire un tour sur ces 2 pages Facebook. Merci énormément Théa d'avoir été présente aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Et merci beaucoup Patricia aussi pour ta présence. Encore une fois, ne surtout pas minimiser l'aspect psychologique qui est important avant le départ. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, les étudiants qui partent, faitoito à vous. Bon voyage et belle aventure. On se retrouve très bientôt. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu totato farerera trahuma parhena.